Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Je suis heureuse d'être parmi vous, surtout pour parler de tous ces sujets. Donc, je suis le docteur Manuel Salmona, donc je suis psychiatre, je suis fondatrice présidente d'une association qui s'appelle Mémoire traumatique et victimologie. Et depuis près de 30 ans, je prends en charge des victimes de violences et qui présentent des troubles psychotraumatiques. Et depuis plus de 20 ans, donc j'essaie d'agir au niveau, à tout niveau, particulièrement au niveau politique, pour améliorer la prise en compte du psychotrauma, la lutte contre les violences, la prise en charge des traumas et l'amélioration de la prise en charge en général des victimes. Donc c'est un énorme combat et il n'est pas fini. D'ailleurs, vous voyez là à quel point on est encore très en retard sur la reconnaissance du psychotrauma et sur la protection des personnes victimes de violences, particulièrement les personnes les plus vulnérables. Et là, on est en plein dans notre sujet pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc j'ai écrit pas mal d'ouvrages, d'articles sur ça. Avec Marie Robatel, je vous les présenterai, on a fait des modules de formation sur violences sexuelles et personnes en situation de handicap, qui concernent les personnes en situation de handicap, avec 4 modules que je vous présenterai. Et puis, on a essayé aussi de développer pas mal d'outils aussi que je vous présenterai. Ce que je vais rappeler, c'est qu'il y a une quintuple peine par rapport au trauma pour les personnes en situation de handicap. Elles vont avoir, petit 1, qui n'apparaît pas, beaucoup plus de risques d'être exposées à des événements très traumatogènes. On va voir à quel point ça génère des troubles psychotraumatiques, que sont les violences particulièrement. Elles vont être beaucoup plus exposées à des violences. Ces violences vont être beaucoup moins identifiées. C'est-à-dire que les événements traumatogènes vont être beaucoup moins pris en compte, beaucoup moins dépistés. On va parler de l'importance du dépistage, de poser des questions systématiques sur les violences. Elles vont présenter aussi des troubles psychotraumatiques bien plus sévères. On en a parlé, avec des conséquences psychotraumatiques plus sévères, les atteintes neurologiques de ces conséquences psychotraumatiques plus importantes. Leurs troubles psychotraumatiques sont encore moins reconnus que pour les personnes en population générale, qui déjà ont des troubles psychotraumatiques qui sont très peu reconnus. Donc, du coup, avec une absence de prise en charge, et on en a parlé des risques de diagnostic erroné, de surdiagnostic d'autres pathologies, particulièrement psychiatriques, avec des parcours, du coup, qui peuvent être très maltraitants. Et dernière chose, leurs troubles psychotraumatiques sont un facteur d'aggravation de leur handicap. Alors là, pour le TSA, on en a parlé, mais c'est pour tous les handicaps, les handicaps sensoriels aussi, tout ce qui est aussi des déficiences, déficits, tout ça va augmenter du fait des troubles psychotraumatiques. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les chiffres qu'on a un petit peu en France ou en Europe. 4 femmes qui concernent beaucoup les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus exposées aux violences qui sont les plus traumatogènes, comme les violences intrafamiliales, les violences conjugales et les violences sexuelles. Et c'est 4 femmes en situation de handicap sur 5 qui subissent des violences de tout type. 39% des femmes en situation de handicap qui subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint, de leur partenaire. Des femmes qui ont 2 fois, en situation de handicap, qui ont 2 fois plus de risques de subir des violences sexuelles que les femmes en population générale. Des chiffres aussi français sur près de 90% des femmes avec un TSA qui déclarent avoir subi des violences sexuelles. Marie pourra en reparler. Et 27% des femmes sourdes ou malentendantes qui déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. Et les enfants en situation de handicap sont 3 fois plus victimes de violences de tout type, 5 fois plus victimes de violences sexuelles et jusqu'à 6 fois plus si le handicap est mental ou neurodéveloppemental. Donc c'est assez énorme, en sachant que tout ça c'est des surrisques, mais que le risque de base est déjà énorme.
puisque, bon, on le sait, c'est un enfant sur 5 qui a un risque de qui subit des violences sexuelles, avec une majorité de filles dans ces enfants sur 5. Mais on a vu les risques généraux aussi, où c'est à peu près 20% des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et on va voir, on se réfère beaucoup aux violences sexuelles dans le psychotrauma, parce que c'est elles qui vont générer un maximum de troubles psychotraumatiques, les troubles psychotraumatiques les plus importants, les plus graves. C'est pas vrai. Bon, je vais arriver à ce non, ça recommence. Il y a un problème. C'est pas grave. Donc, pour les autres facteurs, on l'a vu sur le fait qu'il y a vraiment toutes les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus discriminées. Il y a encore plus de mythes, de fausses représentations sur les violences qu'ils subissent. Ils sont encore moins dépistés. Donc, et puis, non, du coup, c'est un peu perturbant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais apparemment, c'est tout là. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit, on ne va pas le reprendre parce qu'on en a déjà parlé. Et voilà, moi ça je vais le passer. Et voilà, je voulais juste dire à quel point, justement, là il y a une aggravation du handicap. Et on va voir aussi que les troubles psychotraumatiques vont entraîner une aggravation aussi de toute la vulnérabilité aux violences. C'est-à-dire que cette aggravation du handicap, cette aggravation de la vulnérabilité va faire que il y a un continuum de violence qui va s'installer avec de plus en plus de risques de subir des violences, donc de plus en plus de risques de développer des troubles psychotraumatiques encore plus sévères, dans un système qui, si on ne l'arrête pas, est assez catastrophique pour l'évolution générale des personnes qui ont subi ces traumas, et particulièrement les personnes qui ont des... Donc ça, on en a parlé, je vais aller rapidement aussi sur la tradition de sous-estimation des violences. Méconnaissance de la gravité des conséquences de ces violences sur la santé, sur la vie des personnes, alors que ce sont des situations anormales qui entraînent des troubles psychotraumatiques qui sont universels. C'est-à-dire que c'est des conséquences et qui, moi je m'inscris en faux sur le fait que c'est plus lié à certaines personnes qui vont développer des troubles psychotraumatiques ou pas. Dans l'ensemble, la situation traumatogène gravissime, tout le monde développe des troubles psychotraumatiques. Quand vous êtes retrouvé au Bataclan, blessé, etc., vous développez des troubles psychotraumatiques. Si vous subissez un viol, vous développez des troubles psychotraumatiques. Le problème, c'est que souvent, et on va le voir après, les troubles psychotraumatiques sont diagnostiqués sur un registre de définition qui ne prend pas suffisamment en compte un élément essentiel, dont on a rapidement parlé là, tout à l'heure, qui est la dissociation. La dissociation est omniprésente, et qui dit dissociation, dit personne qui va passer à travers tous les films, tout ce qui va permettre théoriquement d'identifier les violences ou d'identifier les troubles psychotraumatiques. Et du coup, il y a un sous-diagnostic très important, une sous-évaluation des conséquences très importantes. Et cette dissociation, elle est vraiment beaucoup plus prise en compte depuis 2014, depuis le DSM-5, depuis en fait une révision de tout ce qui est symptômes cliniques en psychiatrie, mais ce n'est pas encore suffisant pour vraiment identifier tout l'ensemble. Et puis donc la méconnaissance des conséquences sociales des violences, avec là aussi énormément de conséquences par rapport à l'adaptation, à l'intégration, à tout ce qui est aussi scolarisation, professionnalisation. Enfin, tout ça va être impacté par les violences et leurs conséquences psychotraumatiques. Donc il y a la méconnaissance, ça c'est un petit peu important, la méconnaissance de l'origine traumatique de troubles que l'on n'a pas identifiés comme tels va entraîner une absence de protection et une difficulté à évaluer le danger couru par les victimes.
Parce que c'est pas une question juste, je diagnostique, je diagnostique pas des troubles psychotraumatiques, je prends connaissance d'événements traumatiques graves, des violences, et il y a une obligation de protection, on en a parlé aussi. Donc il y a un élément pratique qui est vraiment très important, où il faut absolument dépister les violences, dépister les troubles psychotraumatiques en raison de leurs graves conséquences. Les violences, parce que les personnes vont être en danger, vont subir à nouveau des violences, elles doivent être protégées, elles doivent être prises en charge, elles doivent avoir accès à la justice et à des réparations. Et les psychotraumas, parce qu'ils vont entraîner aussi un danger pour la santé des victimes, avec des risques de mort précoce, on en a parlé, des risques de suicide. Il y a 50% des personnes qui ont des troubles psychotraumatiques qui font des tentatives de suicide. Des risques aussi au niveau des conduites addictives. 30 à 40% des personnes qui ont des troubles psychotraumatiques ont des conduites addictives, des troubles alimentaires, du comportement alimentaire, anorexie, des troubles aussi en termes de conduite à risque et de mise en danger. Vous allez comprendre aussi pourquoi, je vais bien vous l'expliquer, qui entraîne aussi un surrisque d'accident. Et puis toute cette maladie liée au stress qui est le psychotrauma, qui va avoir des répercussions très importantes au niveau cardiovasculaire, au niveau endocrinien, au niveau d'énormément de problèmes somatiques qui représentent aussi des risques de mourir précocement. Donc l'enjeu est essentiel et c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une perte de chance très importante de ne pas dépister les violences pour les personnes. C'est-à-dire qu'on prend le risque de les exposer à encore plus de violence avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On prend le risque aussi, il faut savoir qu'avoir subi des violences, particulièrement dans l'enfance, c'est un facteur de risque très important d'en subir tout au long de sa vie. Il y a une grande étude de l'ONU qui montre qu'avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance pour les femmes, ça multiplie par 16 le risque de subir des violences sexistes et sexuelles à l'âge adulte. 16. Et le fait de subir des violences physiques et sexuelles dans l'enfance pour les hommes, ça multiplie par 14 le risque de commettre à nouveau des violences, de commettre des violences sexistes et sexuelles à l'âge adulte. Donc c'est un facteur de risque de reproduction des violences qui est très important. Donc pour toutes ces raisons-là que je viens de vous lister, il faut absolument agir. En plus, quand il s'agit particulièrement de violences sexuelles, qui sont celles qui vont entraîner le plus de troubles psychotraumatiques, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'ensemble des troubles psychotraumatiques, on a à peu près 30% de risque de développer des troubles psychotraumatiques, 20 à 30%. Aussitôt que ce sont des violences, le chiffre monte, 50% des violences intrafamiliales conjugales, on est à 60%. Au niveau des violences sexuelles, on est autour de 70%. Et si c'est des violences sexuelles sur les enfants, là, on avoisine la totalité des enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont victimes de violences sexuelles développent des troubles psychotraumatiques particulièrement graves et le plus souvent complexes, comme vous l'avez bien expliqué, parce qu'on va comprendre aussi qu'ils sont non seulement confrontés à des violences sexuelles répétées, mais le plus souvent, ils sont toujours confrontés à leur agresseur. Donc c'est souvent intrafamilial, institutionnel. Pendant de nombreuses années, ils peuvent être confrontés au danger continuellement. Donc c'est pas un danger qu'ils s'inventent alors qu'il est passé, c'est un danger perpétuel qui empêche toute possibilité de se développer normalement et de pouvoir échapper à l'impact traumatique de ces situations-là. Donc c'est pour ça que il est essentiel, ce que j'ai mis en rouge, d'avoir le réflexe de penser aux violences et à leurs conséquences psychotraumatiques. Donc ce réflexe-là aussi doit passer par un dépistage systématique, universel, qui est recommandé. Maintenant, pour les enfants, c'est recommandé aussi pour les adultes, donc pour les violences. Donc il faut poser systématiquement la question de façon adaptée au handicap de chaque personne, bien entendu, avec des outils adaptés, et avec aussi un minimum de formation pour savoir les poser. Plus souvent, les professionnels peuvent avoir quelques difficultés à poser ces questions-là en ayant peur de ne pas savoir les faire ou de provoquer une souffrance ou de réactiver un trauma. Il faut toujours savoir que, en fait, ce qui est grave, c'est d'avoir subi des violences, c'est pas le fait d'en parler, et que le fait d'en parler, c'est là où les choses peuvent enfin évoluer positivement.
enfin il peut y avoir une protection, enfin il peut y avoir une prise en charge. Donc il faut absolument poser systématiquement ces questions dès le plus jeune âge, puisque les violences, c'est essentiellement dans l'enfance qu'elles se produisent. Donc tout ça on en a parlé. Ce que je voulais juste redire par rapport aux atteintes neurologiques que l'on voit lors de psychotraumatisme, c'est qu'elles se réparent. C'est qu'elles touchent des zones qui sont vraiment, où il peut y avoir vraiment une neurogénèse et une neuroplasticité très importante. Donc les atteintes peuvent être vraiment très impressionnantes, particulièrement quand les violences ont eu lieu dans l'enfance, mais elles se réparent. Donc la perte de chance est d'autant plus importante si on ne répare pas. Et on peut voir que ces atteintes-là vont se surajouter à des problèmes neurodéveloppementaux, à des atteintes aussi épigénétiques qui sont liées aussi au trauma, qui vont se surajouter aux autres atteintes épigénétiques. Enfin bon, voilà. Donc il faut absolument, là aussi, tenir compte de la nécessité du traitement. Le psychotraumatisme, c'est quelque chose qui se traite, qui peut être vraiment efficace, qui doit être traité le plus tôt possible, c'est une urgence. Mais il peut être traité à n'importe quel moment, même si on ne l'a pas pris, malheureusement, parce que on n'en avait pas connaissance, on n'avait pas connaissance des violences, on n'avait pas identifié de troubles psychotraumatiques. Quel que soit le moment où on prend en charge ces traumas, on peut agir de façon très importante. Le mieux, c'est de les prendre le plus tôt possible, mais on peut le faire tout au long de la vie. Donc c'est une perte de chance vraiment importante de ne pas le faire. Je crois que... Non, c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, oui, donc ça on en a parlé, je veux dire, vous aurez peut-être le diaporama d'ailleurs, donc vous aurez vraiment, parce que je veux dire, le risque par exemple de développer des troubles dépressifs quand on a un psychotrauma, c'est 50%, c'est 50% des victimes qui développent, 50% qui font des tentatives de suicide, avec bon, des risques donc je vous ai dit, de troubles cognitifs aussi très importants. Et des risques de... Donc, toujours penser qu'il y a une aggravation aussi en termes de précarité, de discrimination, de situation de marginalisation et des risques constitutionnels quand il y a des violences sexuelles particulièrement reconnues. Voilà, donc ça, on va laisser passer tout ça. Tout ça, je vous l'ai dit. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est important. Bon, là, il y a une autre diapositive qui parle aussi des adultes, mais c'est valable pour les adultes. Les personnes qui sont traumatisées par les violences, c'est les personnes qui en sont victimes directes. Mais avoir été témoin de violences génère aussi des troubles psychotraumatiques. Avoir été exposé à des violences, par exemple les enfants qui sont exposés à de la pornographie avec des violences sexuelles qui sont représentées dans le cadre de la pornographie, dans le cadre de vidéos, vont développer des troubles psychotraumatiques. Les proches aussi, on parle aussi de traumatisme vicarien, vous savez, des soignants, mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est les auteurs de violences sexuelles. C'est-à-dire que les auteurs de violences sexuelles développent des troubles psychotraumatiques. Le plus souvent, ils sont auteurs parce qu'ils ont subi des violences, qu'ils ont développé des troubles psychotraumatiques et qui vont reproduire ces violences, mais ça va aussi aggraver leur trauma et aggraver aussi un fonctionnement où, pour gérer leur trauma de façon sauvage, en quelque sorte, ils vont reproduire des violences et on va aussi expliquer pourquoi tout de suite après. D'où l'importance par rapport aux enfants de ne jamais laisser passer une situation où il y a des comportements sexuels inappropriés, des atteintes sexuelles qui sont commises, agressions, etc. C'est pas parce que c'est des tout petits, ou des enfants, ou des personnes hyper vulnérables, que c'est pas grave. C'est grave. Ça nécessite absolument de prendre en charge les victimes, mais il faut aussi prendre en charge les auteurs. Il faut vraiment penser au fait que dans le cadre du handicap en institution, par exemple, il y a beaucoup d'auteurs qui sont aussi des personnes qui sont institutionnalisées, qui sont aussi des personnes en situation de handicap, et qu'il faut prendre en charge tout le monde si on veut arrêter ce cycle de violence perpétuelle. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel. Alors,
Donc on arrive au cœur de la problématique sur comment fonctionnent les traumas. Les traumas, c'est un ensemble de mécanismes physiologiques et neurologiques qui ont lieu au moment de la situation traumatogène, de la situation de stress extrême. Et c'est ces mécanismes qui vont aboutir à, en fait, les symptômes essentiels et principaux des troubles psychotraumatiques que sont la mémoire traumatique, c'est ce qu'on appelle aussi les intrusions, les flashbacks, les cauchemars, le fait de revivre à l'identique un événement comme s'il était en train de se reproduire. Ça, c'est un enfer. C'est-à-dire que vous avez subi l'horreur, et puis il y a quelque chose qui d'un seul coup rappelle la situation et vous revivez comme si vous étiez projeté dans le passé, comme une machine à monter le temps. Vous êtes de nouveau en train de le vivre comme si ça se reproduisait à l'instant même, avec les mêmes douleurs, les mêmes sensations, le même vécu. Si on a vous étranglez, de nouveau vous étouffez, vous ne pouvez pas respirer, on vous a projeté, vous avez l'impression que vous allez tomber, vous avez les mêmes douleurs, vous pouvez vous retrouver aux urgences avec vraiment un état très préoccupant, des douleurs extrêmes et un état de stress avec des examens biologiques très perturbés. C'est comme ça que souvent les victimes peuvent se retrouver opérées en urgence parce qu'on ne comprend rien. Donc c'est vraiment cette mémoire traumatique est vraiment centrale et c'est le symptôme qui va être qui va entraîner le plus de conséquences catastrophiques sur la vie des victimes, sur leur santé. Et une dissociation, on va comprendre pourquoi, émotionnelle aussi, et tous ces mécanismes sont liés à en fait un mécanisme de sauvegarde mis en place par le cerveau au moment des violences et du stress extrême qui va faire que le cerveau va en quelque sorte, c'est une image, hein, c'est plus complexe que ça, mais comme si tout allait disjoncter et que les circuits du stress et de la mémoire allaient s'interrompre et que du coup se met en place justement cette fameuse mémoire traumatique qui est une mémoire qui n'est pas intégrée et cette dissociation. Tout ça, ce sont des symptômes qui sont des symptômes qui sont très logiques et très cohérents, mais qui vont aboutir à des situations qui vont être souvent non comprises et qui vont paraître paradoxales, en fait. Hein, c'est ces personnes qui ont subi des violences sexuelles, qui peuvent être dans des conduites d'évitement, comme on a parlé, et qui d'un seul coup peuvent s'exposer à des situations dangereuses sur le net ou avec des gens dangereux, ou se retrouver en situation prostitutionnelle, alors bien même qu'elles ne supportent pas d'être touchées. Donc on se retrouve comme ça avec une oscillation entre des comportements d'évitement et des comportements d'exposition. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors juste je voulais rappeler que comprendre les psychotraumas, c'est comprendre les victimes. C'est mieux les accompagner, c'est mieux les dépister, c'est mieux repérer tous les symptômes, c'est mieux aussi les traiter bien entendu et du coup protéger leur santé. C'est mieux aussi pour qu'il y ait une prise en charge judiciaire à la hauteur de la gravité des faits qui ont été subis. C'est-à-dire comprendre les psychotraumas, ça évite de tomber dans plein d'écueils où on ne va pas croire la victime, ou au contraire même, les symptômes qu'elle présente vont être retournés contre elle. On va parler du premier symptôme du psychotrauma qui est la libération. C'est souvent ce qu'on reproche aux victimes. Là, pourquoi vous n'êtes pas bougé? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous n'avez pas crié? La dissociation, pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous êtes resté? Pourquoi... Enfin, tous ces questionnements. Et puis la mémoire traumatique, qui est souvent étiquetée problème psychiatrique, et qui du coup va diminuer la crédibilité de la victime. Donc tout cet ensemble-là va en fait agir contre les victimes, alors que ce sont des éléments de preuve médico-légaux de la situation traumatique et des violences qui ont été subies. Je vais vous montrer des petits schémas, parce qu'on a une connaissance. Bon, tout ça, vous aurez tout ça, parce que sinon, j'avais parlé aussi de félicité. Voilà. Juste, je vous montre un cerveau et une... En fait, ce qui se passe au moment des violences, pour comprendre un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre, c'est que vous êtes confronté à une situation traumatogène, et quand il s'agit de violence, vous êtes confronté à l'intentionnalité de vous détruire, de vous nuire, voire de vous tuer,
ou de vous instrumentaliser, de vous réduire à une chose de quelqu'un, et que ça, c'est complètement, ça entraîne une effraction du cerveau, avec une impossibilité de penser la situation tellement elle est inhumaine, tellement elle est cruelle, tellement elle est dégradante. Et c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire que du coup, les fonctions supérieures du cerveau ne vont pas être en capacité de réagir à cette situation. C'est le fait de rester paralysé, de ne pas pouvoir réagir, de ne pas pouvoir crier, de ne pas pouvoir bouger, qui est une situation qu'on retrouve par exemple dans 70% des situations de viol qui sont subies chez les personnes adultes. Beaucoup plus chez les enfants, hein, c'est quasiment 100%. Cette sidération, elle va avoir un effet très important. Alors, cette sidération, elle est créée par l'agresseur. C'est-à-dire que l'agresseur va faire tout ce qu'il faut pour sidérer la victime, pour pouvoir l'accueillir, en quelque sorte, pour pouvoir agir. Les agresseurs, s'ils choisissent aussi des victimes vulnérables, des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes discriminées, des personnes marginalisées, c'est par rapport à une volonté à la fois de facilité pour pouvoir réagir, par rapport au fait que c'est encore plus inhumain de s'attaquer à ces personnes-là, et par rapport au fait aussi que ça assure une impunité quasi totale. C'est le cas, hein, une violence sexuelle, on sait que c'est une impunité quasi totale. Donc, en fait, cette personne, elle va se retrouver sidérée par l'incohérence, le non-sens et l'inhumanité, la cruauté des violences, et du coup, son cerveau ne va pas pouvoir, normalement, ce qu'il fait normalement en situation de danger, contrôler la réponse émotionnelle. La réponse émotionnelle, elle est médiée par une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est en fait la structure qui commande les réactions émotionnelles, qui envoie des informations au cerveau et qui envoie aussi des informations au surrénal pour sécréter des hormones de stress, adrénaline, cortisol. Quand il y a une situation de danger, l'amygdale cérébrale s'allume en quelque sorte, fait sécréter des hormones de stress importantes, et ces hormones de stress, du coup, vont préparer l'organisme à pouvoir réagir sur le plan physiologique à des violences, à avoir, c'est pour ça que du coup, l'adrénaline, le cortisol, ça fait en sorte qu'on ait beaucoup plus de sang qui circule le cœur envoie se contracte beaucoup plus, il envoie beaucoup plus d'oxygène aussi parce qu'il y a une hyperventilation et il y a plus de glucose aussi qui circule. Donc c'est ce qui lui permet d'avoir une réserve d'énergie pour l'organisme beaucoup plus importante. Ça c'est normal et ça permet de réagir face au danger. Sauf que si vous êtes sidéré, il n'y a pas de réponse du cortex par rapport à l'alarme de l'amygdale cérébrale. Cette absence de réponse fait que l'amygdale cérébrale va monter en puissance. Elle va monter en puissance avec des taux d'hormones de stress qui vont devenir très rapidement totalement toxiques pour l'organisme, voire qui vont représenter un risque vital. On peut mourir de stress au niveau cardiovasculaire et le cortisol a un effet neurotoxique. C'est lui qui entraîne des atteintes neurologiques très importantes qui sont liées au trauma. À ce moment-là, c'est un peu comme si le cerveau avait un joker, il va faire en sorte que l'amygdale cérébrale arrête de sécréter des hormones de stress et on ne peut pas éteindre l'amygdale. L'amygdale, c'est une structure qui n'est pas corticale, qui est sous-corticale, qui n'est pas consciente, qui est une structure archaïque, qui ne peut pas être éteinte. Mais en fait, elle va être déconnectée et du coup, elle va plus pouvoir sécréter des hormones de stress, ce qui va permettre d'arrêter le danger immédiat, mais elle va plus pouvoir informer le cerveau aussi du danger. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique, péritraumatique. On est déconnecté de ses émotions, ça donne une sensation d'irréalité, d'être spectateur de l'événement, d'être coupé de son corps, d'être coupé de ses émotions. Donc la victime, en fait, d'abord elle est paralysée, ensuite elle est dans un état où elle pense qu'elle va mourir de stress, c'est pas une figure de style, et ensuite d'un seul coup c'est le calme plat, comme si elle était déjà morte, en quelque sorte, et elle est complètement privée de ses émotions. Quand on est privé de ses émotions, on est privé de sa vitalité même. C'est pour ça que les victimes, souvent, particulièrement viol, disent que c'est un peu comme si elles étaient mortes à ce moment-là. Elles sont déconnectées.
Et du coup, si on est déconnecté de ses émotions, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas réagir, on va être comme une sorte d'automate à la merci de l'agresseur, qui va pouvoir faire ce qu'il veut, parce qu'on va reprocher aux victimes. Mais pourquoi vous l'avez subi? Pourquoi? Bah oui, parce que la personne était complètement dissociée. Alors vous pouvez imaginer que plus les personnes sont vulnérables, plus les enfants sont jeunes, plus ce processus-là est important. Plus les personnes ont des TSA, plus ce processus-là est important. Au niveau émotionnel et tout ça, ça bug encore plus vite et de façon plus importante. Au niveau de toutes les personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité, bien sûr que ça va aggraver les choses. Et en même temps que ça voilà, là on voit bien, normalement, une fois que quand vous vivez un événement, il est filtré par l'amygdale cérébrale, il est filtré par le thalamus, puis par l'amygdale cérébrale, pour identifier s'il n'y a pas quelque chose qui pose problème. Quand l'amygdale est déconnectée, tout ce que vous vivez, c'est filtré par le thalamus et l'amygdale cérébrale, sauf que du coup, ça ne va plus pouvoir en sortir en quelque sorte, ça ne va plus pouvoir être intégré par l'hippocampe, qui est le logiciel d'intégration de la mémoire et du repérage temporospatial. Donc, du coup, la mémoire émotionnelle de l'événement et sensorielle ne va pas pouvoir être intégrée ni par l'hippocampe, ni par les fonctions supérieures. Donc ça va pouvoir être représenté, ça va pouvoir être décrypté, ça va pas pouvoir être réellement identifié, et ça ne va pas pouvoir devenir une mémoire autobiographique, repérée dans le temps, contextualisée. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est cette mémoire qui est bloquée. Et la dissociation, elle va faire que la personne va rester déconnectée aussi de ses émotions. La personne va se retrouver avec une mémoire traumatique et déconnectée de ses émotions. Pour la dissociation, tant que la personne est confrontée au danger, au lieu, à l'agresseur, même s'il n'y a plus de violence, même s'il n'y a pas de nouvelle violence, elle va rester dans un état d'alerte maximum pour son amygdale cérébrale, et elle va rester, le processus de dissociation va rester enclenché. Si vous comprenez, elle va rester complètement déconnectée. Donc on peut rester déconnecté quelques secondes, quelques semaines, quelques mois, quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si on reste dans le contexte. C'est pour ça que tout ce qui est violence intrafamiliale ou institutionnelle qui se passe dans la durée vont avoir des conséquences psychotraumatiques bien plus lourdes et bien plus graves. Une personne dissociée, ça c'est vraiment très important. Elle paraît supporter l'insupportable, puisqu'elle est anesthésiée émotionnellement. Vous savez que ce n'est pas parce que vous êtes anesthésié, si vous mettez votre main sur une plaque électrique, vous ne ressentirez pas la douleur, mais vous êtes quand même brûlé, votre main va quand même brûler, et vous savez qu'elle est en train de brûler. Les personnes dissociées, elles vont avoir une souffrance, mais qui ne s'extériorise pas, qui ne peut pas être partagée. Ça va les enfermer dans tout un système. On va avoir l'impression que ce n'est pas grave pour elles, puisqu'elles ne réagissent pas. Si vous êtes dans un transport en commun, quelqu'un, une jeune personne est agressée et elle ne réagit pas, le plus souvent les gens ne réagissent pas. Si elle crie, les gens réagissent. Sauf que le plus souvent la personne ne crie pas parce qu'elle est dissociée justement. Et puis si une personne est dissociée, elle va avoir un discours qui ne va pas être coloré par les émotions. Et qui ne va pas susciter aussi d'émotions chez l'interlocuteur. Vous savez qu'on a des neurones miroirs qui font qu'on ressent les émotions d'autrui. Si on a une personne dissociée en face de soi, on ne ressent pas ses émotions. Donc, elle peut nous dire des choses très graves, et on peut ne pas tilter, ne pas réagir, ne peut pas évaluer le danger. Donc, souvent, l'évaluation du danger pour les victimes dissociées est catastrophique. La protection dont elles ont absolument besoin n'est pas là. Et en plus, elles ne sont pas crédibles, parce que du coup, leur discours est déconnecté des émotions, il y a des troubles du repérage temporospatial, donc c'est complètement décousu, et du coup, elles ne vont pas aussi, au niveau justice, elles vont avoir le pire problème. Autre chose aussi, c'est que cette dissociation traumatique, c'est elle qui est à l'origine de l'amnésie traumatique dissociative. On se souvient avec nos émotions. Vous vous souvenez tous
Par exemple, le 13 novembre 2015, vous savez exactement où vous étiez, ce que vous faisiez au moment où vous avez appris ce qui est en train de se passer à Paris avec les attentats. On attend d'une victime qui a subi un traumatisme grave qui s'en souvienne parfaitement, justement. Parce que justement, émotionnellement, ça marque, c'est saillant. Sauf que si vous êtes dissocié, tout est dans le brouillard, tout est déconnecté émotionnellement. Donc les émotions ne sont pas là pour dire c'est grave. Les émotions ne sont pas là pour dire c'est vraiment arrivé. Donc ça paraît irréel, pas grave, et c'est noyé dans un brouillard avec tout le reste. Et du coup, c'est impossible d'y accéder. Tant que la personne est dissociée, elle n'y accède pas. C'est quand elle sort de sa dissociation qu'elle va accéder à l'événement, mais là, elle va avoir une mémoire traumatique qui va devenir effroyable. Parce que pendant la dissociation, la mémoire traumatique est là, elle revit les événements, mais elle les revit comme si c'était des productions qu'elle faisait, imaginaires. Donc elle a plein d'images de violence, etc., mais elle n'en fait rien. C'est là, c'est présent, c'est bizarre, mais elle n'en fait rien. Aussitôt qu'elle est plus dissociée, ces mêmes images et tout ça, quand elles sont en fait suscitées par un lien qui rappelle les violences, à ce moment-là, ça va faire un tsunami émotionnel et elle va avoir des crises d'angoisse, elle va avoir l'impression qu'elle va mourir à nouveau, qu'elle revit les événements, elle va réentendre les cris, etc. Quand on est un enfant, on se retrouve de nouveau. Vous savez qu'on sait que, par exemple, la moitié des enfants placés ont subi des violences sexuelles, c'est les dernières études qui l'ont démontré, et le plus souvent, on a accès à ces violences sexuelles quand ils sont placés. C'est-à-dire quand ils ne sont plus en contact avec l'agresseur, ils sortent de la dissociation, et c'est là que du coup ça devient un tsunami émotionnel, mais ça peut être pris pour une bouffée délirante, ça peut être vraiment très impressionnant. Et ce qui est très particulier avec la mémoire traumatique, c'est que cette mémoire traumatique, elle contient l'événement, le contexte, les odeurs, les sensations, tout ce qui est synesthésique, tout ce qui est perception, la douleur qui est revécue, mais elle contient aussi de façon indifférenciée, c'est vraiment très important, ce qui concerne aussi l'agresseur, ses cris, son intentionnalité de tuer, de détruire, son excitation perverse quand il s'agit de violences sexuelles, toutes ces phrases assassines, sa haine, son mépris. Et du coup, la victime, elle se retrouve avec ce pataquès-là dans la tête, avec une sorte de mépris qui l'envahit vis-à-vis d'elle-même, qui ne vient pas d'elle, mais qui vient de l'agresseur. Avec aussi une culpabilisation qui ne vient pas d'elle, mais qui devient des phrases culpabilisantes et de la stratégie culpabilisante et de la manipulation des agresseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec une excitation sexuelle complètement aberrante, parce qu'elle a été violée, elle voit un film où il y a un viol, et d'un seul coup, elle a des sensations d'excitation génitale qu'elle ne comprend pas, qui sont pas les siennes, qui sont celles de l'agresseur. Mais c'est un enfer, je ne sais pas si vous comprenez. Elle peut aussi ressentir la haine de l'agresseur, sa violence, et avoir peur d'être violente. Vous savez, vous vous souvenez, vous avez entendu parler des phobies d'impulsion. Avoir peur de faire mal, avoir peur d'agresser, etc. C'est bien là. En fait, ça vient d'agressions qu'on a subies, qui sont là, mais qui ne sont pas identifiés comme ne nous appartenant pas, puisque la mémoire traumatique est un amas, tout est mélangé. Tout ce qui est mélangé au niveau de temps aussi. Quelqu'un qui a subi des violences tout petit, à un moment où, par exemple, il ne savait pas écrire, au moment où les violences se rallument, parce qu'il y a un événement, quelque chose, eh bien, elle peut être en incapacité d'écrire. Elle ne sait plus lire ou elle ne sait plus écrire. Le temps où ça se réactive. C'est des personnes aussi qui, quand ils ne savaient pas encore parler parce qu'ils étaient trop petits, ça se réactive et ne peuvent plus parler. Ça fait beaucoup de symptômes, vous savez, ce qu'on appelait les symptômes de conversion hystérique. Quelqu'un qui a été attaché au moment des violences, quand la mémoire traumatique se réactive, la personne ne peut plus bouger. Elle reste immobile. Si elle a failli mourir parce qu'on a voulu la tuer, elle peut plus respirer. Et si on a voulu la tuer avec vraiment une volonté de faire, elle revit cette volonté de devoir disparaître. Le plus souvent, les tentatives de suicide chez les personnes qui ont des traumas, quand on leur pose la question « Qu'est-ce que vous avez dans la tête pour vous allez vous suicider ?» Elles disent « Je dois mourir, il faut que je meure. » C'est-à-dire qu'il y a une volonté en moi qui n'est pas la leur pour les faire mourir. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et souvent, quand on leur permet d'identifier ça nous appartient, ça vous appartient pas, ça permet de sortir de ce système-là. Il faut imaginer que les enfants, quand ils revivent ça, ils le revivent comme si c'était en train de se reproduire. C'est pour ça que les enfants peuvent, quand ils ont subi des violences ou des violences physiques, des violences sexuelles, avoir des comportements où ils remettent en scène des violences. C'est-à-dire qu'ils ont été étranglés, ils vont remettre en scène où ils ont, par exemple, des enfants ont été exposés à une violence conjugale, ils ont vu leur mère être étranglée, ils vont se précipiter sur quelqu'un pour essayer de l'étrangler. Ils vont revivre. Mais si c'est des violences sexuelles, ils peuvent aussi avoir des comportements d'agression sexuelle qui reproduisent. Parce que c'est là, c'est vraiment... Alors après, ils vont contrôler ça avec beaucoup de douleur, mais ils vont le contrôler avec des outils d'impulsion. Alors le problème, c'est que cette mémoire traumatique, ça je pourrais gloser pendant très longtemps, et cette mémoire traumatique, elle est invivable. C'est l'enfer. Et c'est particulier parce que c'est souvent, c'est comme pour les violences conjugales, c'est souvent quand la personne quitte le conjoint violent, qu'à ce moment-là, elle semble aller plus mal. C'est là où elle a des crises d'angoisse, c'est là où elle a l'impression de tomber dans un trou noir parce qu'elle a sa mémoire traumatique qui se réactive, c'est là où elle revit les violences de façon extrême. Et du coup, si on n'explique pas ce qui est en train de se passer, elle peut se dire que, en fait, il avait raison, le conjoint, elle est incapable de vivre et tout ça, c'est lui qui avait raison, et puis elle ne mérite pas de vivre, et puis elle va retourner le voir, et là, elle va être de nouveau dissociée. Quelqu'un qui a une attaque comme ça de mémoire traumatique, une réactivation, vous le mettez sous une douche froide, vous lui donnez des baffes, vous hurlez dessus, ça le déconnecte. Ça refait déconnecter le système et ça génère une dissociation. Du coup, c'est pour ça que l'utilisation des violences éducatives, c'est une catastrophe. Et ça va retraumatiser, c'est-à-dire que ça va retraumatiser la personne, mais ça va la calmer. Sauf qu'elle n'est pas vraiment calmée, elle est complètement anesthésiée. Vous comprenez? Alors, face à ça, les victimes, elles ont deux stratégies. Soit une stratégie de conduite d'évitement, qui fait partie de la définition, où elles vont éviter tout, éviter de penser, éviter des endroits, éviter même plein de possibilités. Pour les enfants, ça peut être éviter de lire, parce que s'ils lisent quelque chose qui rappelle les violences, c'est même pas la peine. Éviter tout changement, on parlait du changement, parce que tout changement est susceptible de mettre la personne dans un contexte où ça va se réactiver, où elle va de nouveau revivre cette mémoire traumatique. Éviter des personnes, éviter des contacts, éviter des lieux, ne pas éviter tout ce qui peut la stresser, toute situation de stress, et ça va impacter et handicaper complètement, bien entendu, son développement, sa progression, et ça va venir en renfort en plus avec une conduite d'évitement et toute la charge émotionnelle que peuvent avoir les personnes qui ont été à ça. Ces conduites d'évitement, elles sont logiques. Si vous avez un terrain miné, la première chose, c'est pas mettre les pieds sur un terrain miné. Mais si on vous oblige à y aller, parce que de toute façon, on oblige les gens à avoir des conduites d'évitement, particulièrement les enfants. On les oblige à s'autonomiser dans le sang, à marche forcée. Donc ils vont devoir avancer sur ce terrain-là. Et s'ils avancent sur ce terrain-là, ils vont exploser. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est d'avancer dissocié. Donc c'est d'avancer. C'est un peu comme, vous savez, 14-18 avec comment ça s'appelle, je vais chercher, merci. Pour sortir de là, on leur donnait une quantité d'alcool, c'était, ça pouvait aller jusqu'à 6 bouteilles d'alcool par personne, 4 paquets de cigarettes par jour, et du coup ils pouvaient sortir. Au Vietnam, on leur donnait de la drogue, et ils pouvaient sortir. Très rapidement, les personnes font l'expérience que si elles sont dissociées par des drogues, de l'alcool, elles peuvent avancer. Une fille qui est amoureuse, on ne peut pas la toucher parce qu'elle a subi des violences sexuelles, elle est amoureuse, elle veut quand même son copain insiste, elle va prendre de l'alcool, de la drogue, ou alors elle va regarder des films de porno atroces. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si elle regarde quelque chose qui est réactif de façon très violente, d'accord. Si elle regarde quelque chose qui est réactif de façon très violente, sa mémoire traumatique, à ce moment-là, elle va redisjoncter. Se retraumatiser, se scarifier, se taper dessus, se mettre en danger, ça permet de se dissocier. Ça vient pas comme ça, n'importe comment. C'est absolument, ça devient une sorte de nécessité
pour se dissocier et pour pouvoir avancer, pour pouvoir affronter une vie qui est absolument inadaptée au trauma de la personne et qui n'est pas prise en charge, qui n'est pas suivie. Et une façon, malheureusement, de se dissocier qui est très efficace, c'est d'exercer des violences contre autrui. Parce que là, c'est encore plus inhumain, encore plus cruel, encore plus fou, parce qu'on a déjà subi des violences et on les réutilise. Et à ce moment-là, c'est vraiment hyper dissociant. Et ça rend les personnes qui exercent les violences, ils se retraumatisent en le faisant. Ils se retraumatisent aussi avec le stress de la victime. Et du coup, ils sont encore plus déconnectés émotionnellement. Et ça explique la froideur totale et la déconnexion totale des agresseurs qui n'ont rien à faire. Mais s'ils choisissent ça, parce qu'en fait, quand on est trouble psychotraumatique, on n'est jamais responsable des violences qu'on a subies, bien entendu, on n'est pas responsable des conséquences de ces violences, des conséquences psychotraumatiques de ces violences. On n'est pas responsable du fait qu'on n'a pas été pris en charge, pas identifié, tout ça, on n'est pas responsable. Mais on peut être responsable du choix que l'on fait des conduites dissociantes. Si on fait des conduites dissociantes qui n'impactent que soi-même, sa propre intégrité, c'est terrible. Mais voilà, on ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'autre. Si on porte atteinte à l'intégrité de l'autre, c'est qu'on considère que l'autre a moins de valeur que soi. Et que l'autre peut être instrumentalisable, être un esclave au service de son confort, en quelque sorte. Et du fait de pouvoir, effectivement, utiliser ces violences pour se développer. Mais vous pouvez imaginer que ces violences, elles peuvent être utilisées dans plein d'autres circonstances que les violences sexuelles, etc. Aussi dans le cadre des prises en charge, on peut utiliser ces violences. Quand on fait des élites en charge, on dissocie les personnes, on va rêver. Quand on fait une lobotomie, on détruisait l'amygdale cérébrale. Enfin bon, après, on pourrait en faire toutes les prises en charge qui étaient des enfants autistes. Alors effectivement, ça calme. Mais ça retraumatise et ça aggrave les choses. La mémoire traumatique, donc ce qui est important, c'est qu'elle est, traitable. Donc on peut la traiter. On peut faire en sorte que cette mémoire traumatique soit intégrée avec des psychothérapies. On peut traiter le stress avec des médicaments anti-stress. Et particulièrement en protégeant les victimes. Les victimes de psychotrauma ont besoin, exactement comme les personnes de TSA et encore plus les personnes qui ont le TSA et qui sont psychotraumatisées, ont besoin d'aménagement. Elles ont besoin d'être protégées. Elles ont besoin de ne pas être exposées à des stress. Elles ont besoin surtout de ne pas revivre une violence. C'est qu'à celui. Donc avec ça, avec cette protection, on va pouvoir petit à petit identifier la mémoire traumatique, la relier à toutes les violences, pouvoir, et ça c'est vraiment essentiel et c'est souvent pas expliqué, séparer ce qui vient de l'agresseur et ce qui vient de la victime. Du coup, ça permet de rendre justice à la victime, de leur redonner aussi une dignité et de pouvoir aussi qu'elles se séparent aussi de l'agresseur. Si on fait ça avec des enfants, ça fonctionne très très bien. Chez les enfants petits, qui ont déjà agressé, par exemple, on a des résultats extraordinaires. Et nous, on leur dit, mais là, les mots que tu dis, les horreurs que tu es en train de faire, etc., est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que tu as déjà dû faire ça? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça? Est-ce que quelqu'un parle comme ça? Les mecs parlent, les enfants. Ils disent, bah oui, tu bouges t'expliques. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé, on arrive à la fin, on a développé des outils pour pouvoir identifier, parce que la prise en charge du psychotrauma, ça nécessite aussi une psychoéducation. C'est-à-dire que pour les victimes, comprendre ce que je viens de vous expliquer, c'est énorme. C'est énorme, parce qu'elles sortent de leur culpabilisation, elles sortent de la honte, elles sortent du fait de penser qu'elles sont folles, qu'elles sont des personnes mauvaises, parce qu'elles ont toujours ces horreurs. Je vous conseille de lire La petite fille sur la banquise d'Adélia Hibon, qui a vraiment bien décrit toute cette colonisation par l'agresseur, toute cette colonisation par l'agresseur qui est intolérable et insupportable. L'agresseur, c'est une méduse, c'est le bout qui est en elle. Ça permet de se libérer de tout ça. Et pour les agresseurs, on peut faire ce travail-là. On va le faire après un parcours d'agresseur, le plus tôt possible. Donc il faut agir le plus tôt possible. Il faut agir dès l'enfance. Il faut agir dès les premières violences. Il faut effectivement protéger les victimes, on en parle annuellement. Il faut évaluer le danger.
évaluer le trauma. Il y a des échelles, qui sont enfin, là on a fait, on se connecte, vous pouvez accéder à des échelles, enfin. Et je vais vous montrer, on va finir. Alors, je vais vous montrer, juste vous montrer ça. Ça, c'est important. Les IRM qui montrent ce que je viens de vous expliquer, c'est sympa. Ces IRM qui sont vraiment parlantes. Vous avez 2 personnes qui ont subi des violences sexuelles, enfants. C'est 2 jeunes femmes. Une qui a été traitée, qui n'a plus de troubles psychotraumatiques, qui n'a plus de mémoire traumatique, et l'autre qui a une mémoire traumatique. On les met, vous savez, on leur fait un récit de violence sexuelle. Elles s'allument toutes les 2. Elles s'allument avec leur... Ça, c'est l'amygdale cérébrale. La première, il y a son amygdale cérébrale qui s'allume, mais tout de suite, son hippocampe recontextualise les faits. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Oui, pardon. Merci. Je répète. Oui. Donc l'amygdale cérébrale s'allume, donc elle revit l'événement, mais tout de suite son hippocampe le recontextualise l'événement, le décrypte, et du coup elle peut s'apaiser. Et c'est pareil pour son cortex. Il y a une autre image qui montre que c'est aussi le cortex frontal qui se met en fonction et qui module. Et du coup, elle va pouvoir ne pas avoir d'attaque de panique, elle va comprendre ce qui s'est passé. L'autre, elle a une amygdale cérébrale qui devient énorme, chargée de sa mémoire traumatique, et l'hippocampe est déconnecté. Ça déconnecte l'hippocampe. Le cortex frontal est déconnecté, elle ne peut pas se réguler, elle ne peut pas s'apaiser, elle ne peut pas contextualiser, elle revit les choses comme si elles étaient en train de se reproduire, elle se traumatise. D'accord? Voilà, ça permet de... Et sur une précédente, on avait l'équivalent, c'est l'équivalent, mais avec le cortex frontal. Donc nous, à quoi on sert? On sert au départ d'ordinateur de secours pour contextualiser, pour identifier, pour décrypter, pour relier, pour analyser. Mais 79% des professionnels de santé ne font pas de lien entre les symptômes psychotraumatiques qui sont pourtant on dit pathognomonique, c'est-à-dire des preuves du trauma, et ça. Mais ça, encore faut-il le faire. Et je vous montre, vous verrez. Tac, 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 tac. Donc tout ça, c'est expliqué. Alors vous comprenez bien aussi, pour évaluer le danger, qu'il faut avoir une connaissance aiguisée de la dissociation, il faut mettre les personnes en sécurité. Des choses. Là, surtout, je voulais vous montrer du coup les modules qu'on a fait sur la protection de l'enfant contre la violence sexuelle. C'est à chaque fois des modules d'une demi-heure à 1 heure, auto-formatifs, en ligne, gratuits. Il y en a 3 qui sont en ligne sur le site, et le 4e qui va bientôt être en ligne, on va présenter dans ce temps. Il y a comprendre le psychotrauma, donc les protections des personnes en situation de handicap contre la violence sexuelle, comprendre le psychotrauma et récupérer. Il y a un fil rouge aussi sur les handicaps, et ce sont des modules qui sont inclusifs, enfin, qui sont on a mis qui soient accessibles, et enfin, j'ai fini. Et on a de nombreux outils, parce que je veux dire, la psychoéducation, expliquer, etc., c'est super important. Et on en a un dernier qu'on a fait, qui est quand on fait du mal, j'en ai peut-être pas entendu parler, vu. On en a distribué plus de 10 000 exemplaires, avec de très bons retours, et il est associé à un guide qui explique tout ce que je viens de vous expliquer sur le site. On peut nous demander, certaines associations, vous pouvez nous demander à mémoire traumatique, je crois que c'est expliqué là. C'est mémoire traumatique@gmail.com, le site. Voilà. Du coup, voilà, c'est avec des illustrations de outils, et ça explique de façon remarquable les émotions, la dissociation, la mémoire traumatique, comment ça fonctionne. Je continue encore longtemps. Je vous remercie en tout cas. Merci.